Amsterdam, capitale sulfureuse, attire pour son quartier rouge, ses magasins où l'on vend de drôles d'herbes et bien sûr, ses canaux. Il s'étire sur plus de 100 km avec quelques 1500 ponts qui les traversent. Plus qu'un ornement, ils ont dessiné la ville. Un modèle d'urbanisme alors révolutionnaire qui va essaimer dans le monde. Mais ces canaux racontent aussi une aventure extraordinaire, l'histoire d'une petite colonie de pêcheurs qui, au XVIIe siècle, s'est transformée en entrepôt du monde. Ce sont des canaux prestigieux. Ils ont été pensés pour devenir l'espace de vie de l'élite marchande d'Amsterdam. Ici, vous pouvez admirer la plus riche maison du XVIIe siècle. C'est l'un des premiers palais vraiment beaux et imposants. Ces constructions sont bâties sur des fondations qui vont jusqu'à 10 mètres dans le sol. Donc vous pouvez imaginer la quantité de bois nécessaire pour bâtir ne serait-ce qu'une maison. Et comment on l'acheminait jusqu'ici? C'était un projet tellement énorme. On pourrait le comparer au travail d'Haussmann à Paris au XIXe siècle. C'était un énorme projet urbain. Difficile d'imaginer que ces palais, ces quartiers tout entiers, reposent sur des pilotis. C'est pourtant le défi relevé par les ingénieurs néerlandais à la fin du XVIe siècle. Le petit port d'Amsterdam connaît alors une ascension fulgurante. Des dizaines de milliers de protestants persécutés par les guerres de religion sont accueillis depuis toute l'Europe. Beaucoup de personnes venaient du sud, d'Anvers, de Bruxelles. Et ils arrivaient à Amsterdam en apportant non seulement leurs connaissances et leur argent, mais aussi leurs entreprises. Ainsi, durant le siècle d'or néerlandais, il s'est produit une accumulation de capitaux importante. Et le résultat, vous pouvez le voir ici. C'est comme ça qu'ils ont dépensé l'argent gagné, en faisant du commerce avec le monde entier. Ce flot de nouveaux immigrés crée une croissance exceptionnelle. Problème, Amsterdam est à l'étroit, car entouré d'un vaste marécage situé sous le niveau de la mer. Un chantier colossal est engagé. 3 nouveaux canaux sont creusés d'ouest en est, autour du centre historique, à la manière d'une toile d'araignée. Les digues sont asséchées pour accueillir des maisons et des entrepôts. La surface d'Amsterdam est quadruplée et la ville dotée d'un réseau de transport inégalé. Cette nouvelle ville amphibie fait l'admiration du monde entier. En Russie, Pierre le Grand embauche directement les ingénieurs d'Amsterdam pour créer Saint-Pétersbourg. Les Néerlandais construisaient des canaux depuis des temps très anciens, donc ce n'était pas très compliqué pour eux. Tous ces canaux ont été construits très rapidement. D'abord, on creusait le canal, et ensuite, il a fallu bâtir toutes les maisons. C'est un grand projet public qui s'est transformé en une multitude de projets privés. Plus qu'un défi technologique, c'était donc surtout un défi d'organisation. Ce projet d'urbanisme innovant est l'œuvre de la bourgeoisie marchande qui dirige désormais la ville. Au début du XVIIe siècle, Amsterdam domine le monde grâce à son port. Elle est devenue la première puissance économique mondiale et va le rester pendant près de 2 siècles. Les riches marchands s'installent le long de ces nouveaux canaux, aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ainsi, le Herengracht, le canal des seigneurs, est l'artère la plus chic du siècle d'or. Ici, seuls les éléments décoratifs des pignons renseignent sur l'identité des propriétaires. Ils sont les blasons des grandes familles qui contrôlent l'économie de la ville. Ces maisons sont toutes imposantes, mais elles ont une architecture très stricte, parce que ces marchands n'étaient que des marchands, ce n'étaient pas des princes. Il y a une forme d'éthique protestante qui s'exprime à travers leur architecture, à tel point que, comme vous pouvez le voir, ils ont parfois fait en sorte de créer une façade continue avec les mêmes angles. Des maisons qui ont la même hauteur. Pas à cause d'une réglementation, mais parce qu'ils voulaient travailler ensemble et bâtir quelque chose de plus grand qu'une simple maison individuelle.
Des façades très sobres qui cachent en réalité un luxe inouï. Sur le canal Keizersgracht, le musée Van Loon permet d'en découvrir les secrets. Cet hôtel particulier appartient à une grande famille d'Amsterdam. Willem Van Loon est l'un des fondateurs de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Considérée comme la plus grande entreprise du monde au XVIIe siècle, elle a fait fortune dans le commerce avec l'océan Indien et les Amériques. Ces maisons ont vraiment été construites pour afficher la richesse et le succès dans les affaires. Toutes ces peintures partout, les matériaux luxueux, le marbre. Et c'est pour cela que toutes ces pièces étaient si grandes, parce qu'elles étaient faites pour recevoir des visiteurs. Elles étaient faites pour être montrées. Mais ces pièces servaient aussi en quelque sorte de bureau, parce qu'il s'agissait de groupes et de familles de businessmen. C'était un réseau très lié de gens qui faisaient des affaires ensemble, mais qui se mariaient aussi les uns avec les autres. Et tout se passait dans des maisons comme celle-ci. Cet hôtel particulier permet surtout de découvrir l'un des secrets les mieux gardés d'Amsterdam. Les jardins des canaux, insoupçonnables depuis les quais. Celui-ci a été entièrement remodelé d'après ses plans d'origine. Au fond du jardin, la remise qui accueillait les chevaux et les carrosses de la famille. Beaucoup de jardins sont désormais impénétrables, parce qu'ils sont à l'arrière de bureaux ou chez des particuliers qui y habitent toujours. La plupart de ces maisons des canaux ont des jardins grands comme celui-ci. Ce n'est pas vraiment un style français ni anglais, c'est toujours l'interprétation d'un style populaire étranger. Une fantaisie strictement encadrée par la loi. Si les riches marchands d'Amsterdam étaient libres de décorer leurs façades, il en allait tout autrement de leurs jardins. La ville a promulgué une loi qui interdisait d'utiliser les jardins à des fins commerciales. On ne pouvait pas y installer de magasins, ni cultiver de légumes. C'était uniquement destiné à montrer sa richesse. Grâce à cette loi, les jardins étaient calmes. Personne ne venait perturber la tranquillité de la maison. Aujourd'hui encore, Amsterdam et ses habitants continuent d'inventer de nouvelles manières de vivre sur l'eau. Plus de 2500 bateaux d'habitation sont amarrés au grand canot de la ville. Ils sont l'expression d'un certain art de vivre. À l'ouest du centre historique, le quartier du Jordan. Parfois, je m'imagine que s'il y a une grande inondation à cause du changement climatique et que tout est englouti par la mer, il suffirait de couper les câbles et on monterait en même temps que l'eau. Un peu comme une maison qui s'adapterait à toutes les situations. Une arche de Noé? Hans, sa femme Elisabeth et leur fille Maya vivent depuis 30 ans à bord d'une maison flottante. Des espaces intérieurs aménagés comme sur un bateau, gaz, électricité, tout le confort moderne est à leur disposition. Dans une ville qui manque cruellement de logements, habiter sur les canaux est apparu comme une nécessité. Notre bateau n'est pas vraiment un bateau. Dans les années 60, ils ont commencé à élaborer ce que l'on appelle une arche. En fait, c'est un bloc de béton carré sur lequel on a posé une maison en bois. Bien que je vive en ville, tout est vert autour de moi. Nous avons des abeilles, des papillons. Vivre sur un canal, c'est être indépendant. Je me sens comme si je vivais sur une île, comme si ma maison était un château, ou plutôt un château flottant. Loin des palais de la bourgeoisie marchande, le quartier du Jordan était celui des ouvriers qui ont bâti les canaux du siècle d'or. Des ruelles pittoresques et des façades fleuries, pourtant ce quartier était autrefois un gouffre de pauvreté. Aujourd'hui, de nombreuses maisons ouvrières ont été classées. Elles révèlent tout leur charme.
Le Jordan est un quartier qui se trouve au-delà du canal du Prince, qui séparait le centre-ville des quartiers pauvres. Ça, c'était dans les temps anciens. Tout a été rénové il y a environ 50 ans. Maintenant, c'est un endroit très à la mode. Tout le monde veut vivre dans le Jordan. J'aime beaucoup ce quartier, parce qu'il est vraiment typique de la magie d'Amsterdam. Ce n'est pas comme dans le centre, qui est petit, étroit et envahi par les touristes. C'est calme. Il y a plus d'espace. Et les rues portent des noms de fleurs. Bloemstraat, Rozenstraat. Là, nous sommes dans la rue des Roses. Et pour qui ose s'aventurer, certaines cours intérieures réservent de jolies surprises. On les appelle des hofjes. Ces anciens hospices ont été fondés au XVIIe siècle par les marchands d'Amsterdam pour loger gratuitement les plus pauvres. On en dénombre 47 dans toute la ville. Le Kartuizerhof est l'un des mieux préservés. Il abrite toujours des logements sociaux. J'adore cet endroit parce que c'est si paisible. Depuis 30 ans, je viens m'asseoir ici, lire un livre, au calme. Peu de gens entrent ici. C'est vraiment typique de Jordan, parce que ce n'est pas l'élite qui vit ici, mais plutôt des gens normaux. C'est ce que j'aime ici. Si une population jeune et aisée remplace peu à peu les ouvriers d'autrefois, le quartier du Jordan a su préserver des lieux qui témoignent de son histoire. Les cafés bruns sont une institution à Amsterdam. Le café Chris est le plus vieux de la ville. Rembrandt y avait ses habitudes. On les appelle comme ça en grande partie à cause de la couleur des plafonds. Beaucoup de ces cafés ont une longue histoire. Celui-ci existe depuis 400 ans. Et on dit que les ouvriers de quartier se faisaient payer ici, dans ce café. Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais je l'aime beaucoup. Des canaux chics du centre historique à l'ancien faubourg ouvrier du Jordan, Amsterdam se dévoile au fil de l'eau. Découvrir cette ville, c'est comprendre le génie d'un peuple qui a su dompter les éléments et faire naître une cité prodigieuse.